Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre podcast Women Care où on aborde plein de sujets différents dans le but de lutter contre les inégalités femmes-hommes. Aujourd'hui, vous retrouvez Eva. Salut! Et Kevin. Salut! Sur le thème menstruation et contraception. Alors pour commencer, on va briser un peu le tabou autour des règles. Donc Kevin, toi qui es une personne qui n'a jamais eu ses règles, j'aimerais que tu me donnes tous les a priori, les tabous sur les règles que tu as eu ou que tu as déjà entendus. Comme beaucoup d'hommes qui n'ont pas leurs règles, des fois on peut penser que les personnes menstruelles exagèrent leur douleur par fragilité ou par paresse. Mais en fait on s'embête quand on sait que par exemple 91% des femmes déclarent avoir eu des douleurs menstruelles au cours des 12 derniers mois et près de 60 les qualifient d'intenses voire très intenses. Et qu'environ 30% des femmes ont des douleurs qui les gênent fortement dans leurs activités quotidiennes ou même ça les empêche d'aller au travail ou en cours. Donc je pense que c'est ultra important d'en parler, c'est pour ça qu'on a tendance à minimiser en fait, parce qu'on n'est pas assez informé. Donc commençons par la base. C'est quoi les règles, Eva ? Alors les règles, c'est la menstruation qu'on appelle du coup les règles. C'est un phénomène naturel du corps. Donc chaque mois, l'utérus il se prépare à une éventuelle grossesse en formant une muqueuse. Donc lorsqu'il n'y a pas de fécondation, cette muqueuse elle est évacuée sous forme de saignement et donc c'est ça les règles. Et ça concerne des millions de personnes et ça fait partie du fonctionnement normal du corps. C'est totalement normal d'avoir ces règles en fait. Ok, je vois. Et donc moi j'ai une question Kevin, c'est quoi le cycle féminin ? Alors, le cycle féminin, aussi appelé cycle menstruel, c'est un processus biologique qui dure en moyenne 28 jours, même si ça peut varier. C'est rythmé par plusieurs phases. Donc, il commence par la phase menstruelle. Donc, c'est le moment des règles, lorsque l'utérus il évacue la muqueuse formée le mois précédent. Puis ensuite, la phase folliculaire, durant laquelle le corps se prépare à une éventuelle ovulation. Les niveaux d'hormones augmentent, ce qui peut influencer l'énergie, la concentration, la créativité. Au milieu du cycle se déroule l'ovulation, donc c'est le moment où un ovule est libéré et peut être fécondé. Et enfin, la phase lutéale qui procède le retour des règles. Les hormones diminuent progressivement, ce qui peut entraîner de la fatigue, des variations d'humeur, ou des symptômes prémenstruels. Donc voilà, c'est un peu vraiment mettre des mots sur ce qui se passe autour des règles, ce que j'ai expliqué avant en fait. C'est un peu scientifique, on voit vraiment en fait que derrière ça en fait c'est pas juste des règles, on explique un peu un schéma qui fonctionne et c'est vraiment intéressant de le comprendre pour mieux comprendre les femmes. Et contrairement aux femmes et aux personnes qui n'ont pas d'utérus, les hommes n'ont pas de cycle hormonal comparable. Leur production hormonale elle est plus stable, ce qui signifie qu'ils ne vivent pas ces variations mensuelles. Donc en fait, comprendre cette différence, ça permet aussi de mieux adapter nos attentes dans la société et le monde du travail. Et c'est vrai que les femmes, elles sont souvent incomprises par les hommes et souvent moquées. On entend souvent des phrases, quoi, t'es énervée, t'as tes règles. Et ça c'est rageant. T'as déjà vraiment entendu. Oui. C'est totalement rageant et tu comprends que ça s'explique, c'est des phénomènes hormonaux, Oui. et surtout tout le monde vit les choses de manière différente. C'est ça. En parlant de règles, de cycles mensuels, tout ça, on peut penser évidemment aux serviettes hygiéniques, les représentations et les tabous. Alors qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Aujourd'hui, les serviettes, tampons ou protections menstruelles sont indispensables pour la majorité des personnes qui ont leurs règles et pourtant, leur accès, ça reste un problème. C'est souvent trop cher. Pour beaucoup, c'est une dépense régulière et non choisie qui pèse sur le budget. Mais ouais, c'est vrai, elles sont parfois inconfortables, mal adaptées à tous les corps. On peut penser à des irritations, des allergies, c'est important de le mentionner. Il y a aussi un manque de diversité dans les tailles ou les absorptions parce que tout le monde n'a pas les mêmes flux en fait, tout le monde ne perd pas de la même manière. Il y a des femmes, limite c'est hémorragique et d'autres elles perdent pas vraiment, les textures elles sont différentes. Donc dans de nombreux endroits elles sont taxées comme des produits de luxe alors que c'est vraiment essentiel. Ouais. Et dans certains milieux, l'accès à ces protections est encore limité, comme par exemple les écoles, les lieux publics ou les prisons, et ça crée une réelle forme de précarité menstruelle. Mais ça commence un peu à bouger dans certains endroits. On retrouve des protections hygiéniques gratuites et ça c'est rare. On peut penser sur le campus de Roubaix, là où nous sommes actuellement. Les serviettes et les tampons sont gratuits à disposition dans les toilettes et la bibliothèque. Et c'est important de le souligner, peut-être que tout le monde ne le savait pas. Ouais, c'est aussi le cas dans les résidences Crous. Dans certaines, ça devient de plus en plus accessible. D'ailleurs, je trouve même qu'à la base, les protections, ça devrait être gratuit en fait. J'étais tombé sur un réel Insta qui m'a fait beaucoup réfléchir. En gros, c'était une fille qui disait que si les hommes cis, donc cisgenres,
aussi avaient leurs règles, il y aurait des protections gratuites dans tous les toilettes. Mais ça, c'est vrai. Au même titre que le papier toilette, en fait. Mais oui. Les hommes, en gros, ils se permettent de capitaliser les protections hygiéniques sur la vie des femmes, comme par exemple la taxe rose. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est les produits destinés aux femmes qui sont plus chers, en gros, alors qu'il n'y a aucune différence dans l'usage. Juste, c'est la couleur ou le packaging qui change. Mais ça, c'est aberrant. Ouais, on l'a tous déjà remarqué, comme sur les jouets, les rasoirs, les déodorants, par exemple. Donc ouais, c'est un moyen de discriminer économiquement les femmes. On peut continuer sur les serviettes hygiéniques qui sont dangereuses pour la santé des femmes. On va en parler aussi sur le thème études sur la santé des femmes qui n'est pas encore sorti mais qui sera très intéressant. Donc d'après l'ANSES, donc qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en 2017, des études ont mis en évidence la présence de substances chimiques dans des protections intimes. Donc certaines, comme les substances parfumantes, qui sont ajoutées intentionnellement, je vois pas l'intérêt, personnellement. Pareil. D'autres peuvent provenir de la contamination des matières premières ou sont dues au procédé de fabrication. Il peut s'agir par exemple de substances cancérigènes, donc d'hydrocarbures, aromatiques, polycycliques, c'est HAP, des dioxines, des furanes, des substances, c'est un peu dur à prononcer, réprotoxiques, donc des phtalates, je pense que je l'ai bien prononcé. Ouais. Des substances parfumantes, allergisantes et des pesticides, c'est super, on est ravis de le savoir. Ça fait beaucoup là. Mais oui, soulignons que certains pesticides retrouvés dans des produits analysés sont interdits d'usage dans l'Union européenne, parfois depuis de nombreuses années. C'est le cas du lindane et du quintozène, interdits depuis 2000, ou de, alors c'est un mot très dur à prononcer, l'hexachlorobenzène. Je l'ai bien prononcé, Kevin ? Ouais. Depuis 2004, ou le glyphosate, dont l'usage est autorisé. Le glyphosate, pardon, dont l'usage est autorisé dans l'Union européenne et a également été retrouvé dans certains produits. Je trouve ça aberrant, tu te rends compte ? Des pesticides dans les serviettes hygiéniques, ça fait vraiment peur. Ouais. Tu trouves pas ? Ouais, je trouve que c'est terrifiant. C'est bien de le mentionner, de se renseigner chez qui on prend, chez quelle marque on prend nos serviettes hygiéniques. Ouais. Je trouve qu'il faut mieux se renseigner et on devrait en parler plus, parce que personnellement, il y a quelques temps, j'en avais pas encore entendu parler et ça fait peur. Ouais, c'est pour ça que c'est important de mettre le thème de la santé des femmes vraiment un peu au cœur du podcast. Carrément. Parce que c'est vraiment négligé dans la société. Mais carrément, on néglige la moitié de la Terre. Et pour finir sur les protections hygiéniques, pendant longtemps, les publicités pour les protections hygiéniques ont véhiculé des messages très normatifs et très enjolivés. On voyait des fleurs, de l'eau, du bleu à la place du sang, comme si l'idée des règles était trop gênante à montrer concrètement. Le ton était souvent péjoratif ou pudique, comme si les règles étaient quelque chose à cacher. Ouais, et heureusement, ces dernières années, on observe quelques changements positifs, donc comme des campagnes qui montrent enfin le sang réel. Pour préciser, on ne saigne pas bleu. Des messages qui parlent de réalité corporelle et non des gènes honteuses, ou même des influenceurs et des marques qui cassent les tabous. Mais ça reste encore récent en vrai, parce que beaucoup de personnes menstruées ont grandi sans modèle médiatique qui parlent ouvertement de leurs règles, ce qui contribue à la discrétion sociale autour du sujet. Et oui, encore une fois. Et du coup, pour continuer, il y a la question du congé menstruel. Donc le congé menstruel, c'est une mesure qui permettrait aux personnes ayant des règles douloureuses de s'absenter du travail ou des études sans culpabilité ni justification excessive. Donc par exemple, l'Espagne, c'est le premier pays européen à l'avoir adopté en 2023. C'est bien ça. Ouais. C'est un sujet qui fait débat dans beaucoup de pays, notamment la France. Certains et certaines y voient une avancée sociale nécessaire, mais d'autres craignent une stigmatisation ou des inégalités professionnelles. Ouais. Alors je suis désolée, les inégalités professionnelles, ça vient pas que des règles, je suis désolée. On pense à l'écart salarial. Mais cette discussion, ça pose une vraie question. Pourquoi est-il encore si difficile de reconnaître que les règles peuvent être invalidantes ? Pour les personnes atteintes d'endométriose ou de troubles menstruels sévères, continuer à travailler comme si de rien, c'est extrêmement difficile. Donc le congé menstruel, ça devrait pas être vu comme un privilège, mais comme une adaptation du monde du travail à des réalités corporelles. C'est ça. Et il s'inscrit dans une réflexion plus large sur la santé, l'inclusion et la reconnaissance des douleurs invisibles. Beaucoup d'hommes ont l'impression que donner des droits, pourtant très légitimes, aux femmes et aux autres minorités, c'est leur enlever et toucher à leurs privilèges, alors que pas du tout en fait. Et du coup, la contraception, c'est une charge mentale en plus pour les femmes, donc dis-nous. Alors, quand on pense contraception, on pense pilule. La pilule, elle est considérée comme la réponse à tout, alors que les effets secondaires sont nombreux, comme par exemple une prise de poids, des maux de tête, des nausées, des dérèglements hormonaux, etc. etc. Ces effets secondaires sont peu pris en compte. Récemment, par exemple, vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle pilule masculine, alors qu'il n'y a même pas de meilleure pilule féminine, en fait. Les autres contraceptions sont beaucoup moins recommandées, et il y a vraiment une absence d'information
et de sensibilisation. Et oui, et encore une fois, c'est une source de pression pour la femme. Prendre un moyen de contraception, alors que contrairement aux hommes qui sont fertiles 365 jours par an, une femme, elle l'est réellement que 1/5 du temps. Donc on peut, encore une fois, faire un lien avec le thème études sur la santé des femmes, où on va mettre l'accent sur le fait que les femmes, elles sont toujours moins bien étudiées, et qu'il y a peu de choses qui prennent en compte les femmes, qui ne fonctionnent pas pareil que les hommes. Ouais, ça c'est clair. Et du coup, on peut faire un petit rappel sur le sondage. Sondage qui était en bio Instagram et que vous avez été très nombreux à répondre, donc merci beaucoup. C'est ça, le sondage c'était « Vous êtes-vous déjà senti forcé de prendre ce moyen de contraception ?» On a du coup reçu 25% de oui, donc ça représente quand même un quart de réponses positives, ce qui est assez inquiétant. On peut faire le lien avec le thème pression sur le corps des femmes. Qui n'est pas encore sorti, bientôt, très très intéressant, comme tous nos podcasts évidemment. Écoutez-les. On impose aux femmes des moyens comme de contraception, sachant très bien les impacts sur le corps. Ça devrait être une décision prise par soi-même et uniquement par soi-même. Ça fait encore un autre facteur de charge mentale lié à la contraception. Encore une fois, on est vraiment bien lotis, nous les femmes. Ensuite, toujours sur la contraception, on va parler de l'endométriose, donc la contraception face à l'endométriose. Donc, l'endométriose, c'est une maladie chronique qui touche une femme sur 10. Elle se caractérise par la présence de tissus semblables à la muqueuse de l'utérus en dehors de l'utérus. J'espère que tout est bien clair pour vous. Ce tissu réagit aux hormones du cycle menstruel, ce qui peut provoquer des inflammations et des douleurs parfois très intenses, notamment pendant les règles, mais aussi en dehors des périodes menstruelles. Cette maladie, elle n'a été sérieusement étudiée qu'à partir des années 50-60. Donc avant ça, les symptômes étaient considérés comme des problèmes psychologiques, alors que cette maladie, elle concerne quand même entre 1,5 et 2,5 millions de femmes, donc en France, soit une femme sur 10. Et petit rappel, on a un post Instagram dédié à cette maladie, donc n'hésitez pas, c'est vraiment très bien détaillé. Ouais, j'avais même vu que le chiffre il tend à augmenter. Dans le parcours de soins, la contraception elle occupe souvent une place centrale. De nombreuses personnes atteintes d'endométriose se voient prescrire une contraception hormonale, non pas seulement pour éviter une grossesse, mais pour tenter de réduire des douleurs, bloquer des règles ou limiter l'évolution de la maladie. Pour certaines, ces traitements apportent un réel soulagement. Pour d'autres, ils entraînent des effets secondaires difficiles à vivre ou ne suffisent pas à apaiser les symptômes. Donc en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de traitement pour cette maladie. Et on donne la pilule pour soulager cette maladie. Et je trouve ça vraiment étrange. Je sais qu'il y en a qui le font, mais... donc en fait, on trouve des solutions qui ne sont pas forcément adaptées. Rappelez-vous, il y a beaucoup d'effets secondaires pour la contraception. C'est un peu inquiétant, je trouve, mais... On n'est pas forcément très professionnel sur ce sujet, c'est pas notre domaine d'expertise. Mais évidemment, renseignez-vous, c'est très important de le faire. Et petit rappel aussi, la journée mondiale de l'endométriose, c'est le 28 mars. Voilà. Mais oui, et j'espère qu'on va en parler, c'est vraiment important. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent, comme on a vu. Entre 1,5 et 2,5 millions de femmes en France, c'est énorme. C'est important de rendre ça visible. Et du coup, pour un dernier point, pour terminer sur la contraception, vous connaissez peut-être tous les pilules du lendemain vendues en pharmacie. Il faut savoir que y en a des différentes selon combien de temps après le rapport tu les prends, tout ça. Et petit fun fact, pas très fun, selon le poids que vous faites, elles sont pas forcément efficaces. Et ça, les pharmacies ne vous le disent pas. Et oui, c'est important de se renseigner, surtout pour éviter... des grossesses non désirées, voilà, tout ce genre de choses, des complications, etc. Et surtout, on ne parle pas du fait que la pilule du lendemain, il y a beaucoup d'effets secondaires et que quand vous l'achetez, vous dépliez les informations, les effets secondaires, ça fait la taille de la table. Voilà, c'est un peu inquiétant. Non ? J'avoue. Ensuite, pour terminer, pourquoi aujourd'hui encore, c'est important de parler de menstruation et de contraception ? Pour les menstruations, c'est différent pour tout le monde, mais c'est souvent décrédibilisé aux yeux de la société. Et pour la contraception, c'est souvent tabou et mal vu par la société. Parler de menstruation et de contraception, c'est pas juste parler de biologie, c'est parler du corps des femmes, de leur santé, de leur autonomie et de la place qu'elles occupent dans la société. Ce sont des sujets qui concernent une grande partie de la population et pourtant ils restent entourés de silence, de malaise, voire de honte. Par exemple, quand on voit une fille qui a une tache sur son pantalon, on fait « c'est honteux ». Non, c'est normal. Oui. Carrément. Et en parler aujourd'hui, c'est aussi répondre à un besoin d'information claire, accessible et enfin,
Parler de menstruation et de contraception, c'est une façon de reprendre le pouvoir sur son corps, comprendre ce qui se passe, faire des choix éclairés et rappeler que chaque corps est différent. Il n'y a pas une seule bonne façon de vivre ses règles ou sa contraception, mais il est essentiel de pouvoir en parler librement et sans jugement. Donc pour conclure, on va vous mentionner quelques accès aux informations. Donc on voudrait mettre en avant des structures comme l'association Endo, qui a pour but de sensibiliser, mais aussi d'informer et de créer des échanges autour de l'endométriose, cette maladie invisible de la santé mentale. Et enfin, le CEGIDD de Roubaix, mais il y en a un peu partout, qui est en gros adapté pour parler de santé et de prévention sexuelle sans tabou et avec expertise. Et voilà, si vous voulez plus d'informations, tous les liens, les informations, elles sont en description. Merci d'avoir écouté ce podcast. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, on a plein de petits trucs cool, des autres posts qui sont sortis, même des posts concernant les podcasts pour plus d'informations. On met en avant des œuvres culturelles, donc des associations comme on l'a dit, C'est ça. des musiques, c'est super fun. Merci à vous. Merci. Salut. Salut.